Aux uns et aux autres de prendre place. Monsieur Palomo, puisqu'on réouvre un conseil, on refait l'appel. L'appel, absolument, monsieur le maire. S'il vous plaît. Alors, allez-y, monsieur Palomo. Donc, monsieur Bruno Béchiza, madame Maroun, monsieur Canarozzo, madame Sago, monsieur Fleury, madame Belmouden, Quinzely, madame Labasse, monsieur Pachou, arrive, madame Fouque, Présente. monsieur Palu, madame Missour, monsieur Marquez, madame Lanchas-Vicente, monsieur Chaussat, madame Montambeau, monsieur Morin, madame Moreau, monsieur El Kouradi, madame Rodriguez, absente, pouvoir madame Lanchas, monsieur Sanogo, madame Barthélémy, madame Nico, absente, pouvoir madame Sago, madame Delmont-Koropoulis, absente, pouvoir madame Belmouden, monsieur Le Carreux, madame Lagarde, absente, pouvoir madame Maroun, monsieur Ramadier, madame, monsieur Correa, monsieur Michel, madame Robert, madame Mestaoui, excusez-moi, madame Drode, absente, pouvoir monsieur Attiori. C'est l'inverse. Donc madame Drode, Patricia est présente. Elle est absente et donc c'est pouvoir monsieur Attiori. C'est bien ce que je disais. Madame Rade, Vacquenier Sylvestre, monsieur. Jean-Claude Douty, donc absent, et pouvoir Chantal Moreau. Monsieur Dupont, monsieur Attiori. Madame Jiménez. Madame Dilag, absente, pouvoir madame Carabeuf. Monsieur Baouchi. Monsieur Tellier. Madame Carabeuf. Madame Erny. Madame Pinero, absente, pouvoir madame Jiménez. Madame Billard. Monsieur Sibi. Madame Kassouri, c'est toujours pouvoir monsieur Sibi. Madame Dar, c'est toujours pouvoir madame Abdelaoui. Madame Abdelaoui, donc. Monsieur Ayadi, toujours pouvoir madame Delas. Donc d'accord, donc pas de pouvoir et absence de madame Delas. Monsieur Chalier et monsieur Touzin. Merci. Le quorum est constaté. Oui. On est donc bien revenu à une configuration classique. Cette fois-ci, c'est bien madame Dilag qui est excusée et non pas remplacée comme lors du dernier conseil, puisque là, on est dans un conseil traditionnel. Le secrétariat de séance doit toujours monsieur Quinzely, sauf bronca général, mais ça n'a pas l'air. L'ordre du jour, donc les travaux sont ouverts, la séance peut commencer. Nous avons un premier point qui est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22 mars. Y a-t-il des remarques, fond ou forme? Non. On peut considérer qu'il est approuvé à l'unanimité? Oui. Ensuite, l'ordre du jour, conformément au règlement intérieur, vous avez une délibération, puis un vœu présenté dans la forme régulière et ensuite 2 questions orales. La délibération unique va être présentée par monsieur Canarozzo. Ouais. Ah, c'est soit le... C'était pas monsieur Canarozzo. Je me suis dit, il y a vraiment une mutation dès qu'on devient conseiller départemental, il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas moi qui regarde ma série préférée à cette heure-là au conseil municipal, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc il s'agit d'appliquer le décret 2022-1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local. Alors cette loi a été relayée par un arrêté du 6 décembre 2022 qui ensuite a donné lieu à une circulaire d'application le 24 janvier 2023 que vous avez en annexe et donc qui nous amène aujourd'hui donc à voter donc la mise en place du référent déontologue de l'élu local. Alors
Vous avez un certain nombre d'articles qui décrivent qui va être le référent, le déontologue, quelles sont ses missions, comment la saisie peut se faire. Donc, je ne vais pas vous donner les lectures de l'ensemble des articles, mais vous l'avez vu, il exercera dans l'hôtel de ville et il pourra être saisi par courrier. Et vous avez une précision qui est donnée dans notamment l'article 5. Évidemment, il faudra y mettre la mention confidentielle puisque cette personne est tenue au secret. Cette fonction donc, est confiée à M. Alain Fabre. Comme vous l'avez vu dans la délibération, il peut être saisi par un élu pour toute question le concernant personnellement et relative à l'application de la charte de l'élu local. Et à la demande de l'élu qu'il saisit, il est l'interlocuteur de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui elle est un rôle national, concernant les déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale des élus locaux de la collectivité concernée. Il est donc proposé que cette fonction de référent déontologue mentionnée à l'article L-1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales soit assurée par M. Alain Fabre. Vous avez, je crois, quelques informations à votre disposition sur cette personne. Donc, M. Alain Fabre a 76 ans, il est né à Versailles, et cette mission lui est confiée compte tenu de ses expériences et de sa formation. Il a une formation en droit public. Il est entré dans l'administration communale en 1970 comme chef de bureau en charge de la modernisation des procédures administratives et du personnel. Il a fait partie de l'association des DGS donc au niveau national. En 1981, il a été secrétaire général adjoint de la ville de Thiais et de 1983 à 2014, il a exercé la fonction de directeur général des services de la ville de Thiais. Donc, il a quitté ses fonctions il y a quelques années, mais sa formation et son expérience le désignent tout à fait pour exercer cette fonction à destination de la ville d'Aulnay-sous-Bois et du conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois. Voilà, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des questions sur cette délibération? On a bien compris que c'est le balbutiement de quelque chose. Sur l'ensemble, on va parler en toute transparence. Il y a effectivement un texte qui est passé. Vous avez eu une note de la préfecture en janvier qui a donc demandé la désignation de ces référents déontologues. Mais on voit bien en appelant et les uns et les autres en termes de mairie, pour l'instant, ça ne s'est pas forcément généralisé. Je pense que ça appellera précision de la part de l'administration préfectorale. Mais comme la note préfectorale appelait une nomination avant le mois de juin, voilà, on a le conseil municipal, le temps de nommer. Mais je le répète, c'est pas, on sent bien que le texte n'est pas complètement fini sur les modalités, le texte national. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Bliard. Oui, je voudrais savoir à partir de quand il viendra, combien d'heures il travaillera et comment il doit être saisi, quelles sont les modalités de saisine et qui peut le saisir. Voilà. Mais en fait, quand je vous disais qu'effectivement, même le décret est quand même relativement flou, la note préfectorale qui le décret, moi je pense que c'est un poste qui va se construire. Donc il ne prendra pas pendant l'été. Je pense que l'idéal c'est de le faire prendre au 1er septembre. Et il y aura sûrement, moi j'aimerais peut-être qu'il vienne se présenter informellement aux élus du conseil municipal en septembre. Voilà. Ce serait une excellente idée, en tout cas, qu'il soit le bienvenu, parce qu'effectivement, c'est une fonction très intéressante. Voilà. Et à créer, je pense vraiment. Pas de questions? Donc, je soumets au vote qui est pour. Unanimité. Merci. Ensuite, conformément au règlement intérieur, lorsque vous avez reçu la délibération, il vous a été proposé un vœu déposé par Monsieur Ramadier. Oui, Monsieur le maire, dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques 2024, une voie du boulevard périphérique parisien sera réservée du 1er juillet au 15 septembre 2024 aux athlètes et aux officiels.
la ville de Paris a annoncé son intention de pérenniser cette situation après les Jeux Olympiques, en excluant de cette voie la plupart des automobilistes. Cette proposition n'est accompagnée d'aucune véritable étude de trafic et de circulation, le but n'étant pas d'améliorer la circulation des usagers de la route, mais de rendre le quotidien des 1,2 million d'automobilistes empruntant chaque jour le boulevard urbain infernal. Autrement dit, ce projet purement idéologique vise à exclure les classes populaires et moyennes de Paris. Il fait fi de l'intérêt général et ignore les lourdes répercussions sur la vie privée, professionnelle et des conséquences en matière de santé physique et mentale de la vie des Franciliens qui empruntent chaque jour le périphérique. De plus, les effets de cette décision dépasseront largement le périmètre géographique sur lequel la ville de Paris est compétente, puisque l'ensemble des portes de la capitale, mais aussi des autoroutes et voies départementales qui y mènent, subiront les répercussions. Notre ville d'Aulnay-sous-Bois est directement impactée. Elle subit déjà quotidiennement sur son réseau communal les reports du trafic quand le périphérique et les autoroutes sont saturés. Avec cette privatisation, ces incidents seront décuplés. La ville de Paris semble oublier que l'utilisation du boulevard périphérique, voie la plus fréquentée d'Europe avec plus de 1 million d'utilisateurs par jour, n'est pas réservée aux seuls usagers parisiens. Au contraire, les Parisiens ne représentent que 22% des usagers de cet axe majeur du réseau francilien. Il est un circuit incontournable pour permettre à beaucoup de franciliens d'effectuer des déplacements de banlieue à banlieue, 40% des trajets. En outre, envisager la privatisation d'une voie sur le périphérique parisien pour les bus et le covoiturage devrait être le résultat d'études menées avec Île-de-France Mobilité, ce qui n'a pas été le cas. Il est donc indispensable de réunir toutes les parties prenantes pour continuer à échanger sur un plan d'action à l'échelle régionale afin que celui-ci soit productif et non limité à une décision arbitraire sur un ouvrage d'envergure francilienne. Enfin, aucune étude ou prévision n'est présentée afin d'analyser les répercussions de cette voie dédiée sur l'augmentation des particules dans l'air, l'accroissement des nuisances sonores et l'aggravation des accidents de la route découlant de la congestion mécaniquement accrue. Le projet de Madame la maire de Paris est une énième volonté d'exclusion des habitants de la banlieue à la capitale. La Commission nationale du débat public a organisé une grande consultation numérique sur ce projet. Résultat, 85% des internautes se disent défavorables. Dès le lendemain de l'annonce de ces résultats, la ville de Paris a annoncé ne pas prendre en compte ces avis et aller jusqu'au bout de son projet. Le conseil municipal rappelle avec force que les Aulnaysiens ne sont pas des citoyens de seconde zone. Paris n'appartient ni à un parti politique, ni à un clan, ni à un électorat. C'est le cœur de notre nation, de nos racines, de notre histoire. Les Aulnaysiens et tous les habitants de la Seine-Saint-Denis ont le droit d'accéder aux musées, aux monuments, aux diversements qu'offre leur capitale et au travail. La ville de Paris, par cette décision unilatérale, restreindra encore un peu plus la faculté d'accès à nos jeunes générations, à la culture, à l'emploi en dehors de leur département. Considérant l'avis défavorable de l'Association des maires de France concernant la création de la ZFE, avis se basant sur la consultation organisée par le Sénat, ayant reçu plus de 50 000 réponses qui révèlent un rejet sans appel des zones à faible émission mobilité par 86% des particuliers et 79% des professionnels. Considérant que la ville de Paris reprend la logique de la ZFE et tend à aggraver encore davantage le quotidien des millions de franciliens qui empruntent chaque année le boulevard périphérique, considérant la contribution de la région Île-de-France sur la consultation relative à la fermeture d'une voie sur le périphérique, exprimant sa forte opposition à ce projet, considérant les résultats de la grande consultation lancée du 17 avril au 28 mai 2023 par la Commission nationale du débat public, cumulant plus de 85% de réponses négatives, considérant la tribune du journal du dimanche du 28 mai 2023, dans laquelle pas moins de 1800 élus se sont opposés au projet de la maire de Paris, considérant l'absence totale de concertation avec les élus locaux directement impactés par la fermeture d'une voie du boulevard périphérique,
Considérant l'absence d'études environnementales et de répercussions sur le trafic automobile, déjà saturé dans la capitale et la petite couronne, considérant l'ensemble des éléments étayés dans le présent vœu, nous, élus de la ville d'Aulnay-sous-Bois, affirmons notre ferme opposition à ce projet. Nous demandons à la mairie de Paris de considérer les habitants de banlieue et leurs représentants et demandons à l'État qu'il fasse en sorte que ce projet, contraire à l'intérêt général, soit arrêté au profit d'une véritable réflexion globale sur l'amélioration des conditions de circulation en région parisienne. Merci. Merci. Donc on est dans le cadre d'un vœu. Un vœu doit être voté. Y a-t-il des explications de vote, questions? Monsieur Siby, bien naturellement, vous avez la parole. Monsieur le maire, chers collègues, au nom du groupe des élus communistes, socialistes et citoyens que j'ai l'honneur de présider, permettez-moi de faire part de nos commentaires sur votre vœu relatif à l'opposition de la ville d'Aulnay-sous-Bois au projet de la ville de Paris de supprimer une voie sur le boulevard périphérique parisien. Il aurait été intéressant d'échanger sur votre vœu s'il avait vraiment été argumenté et si les postures politiques et les rivalités avaient été mises de côté. Ce n'est pas le cas, loin de là, hélas. Ce vœu reprend aujourd'hui vos déclarations fracassantes et fausses affichées sur le site de la ville. Non à la suppression définitive d'une voie sur le périph', la ville de Paris a décidé de fermer une voie du périphérique dès les JO. Les Aulnaysiens ne sont pas des citoyens de seconde zone. Première remarque, lorsque les élus proposent de voter un vœu en conseil municipal, ils espèrent qu'il sera pris en considération, qu'il contribuera à modifier ou à annuler une décision. Or, vous savez que votre vœu arrive trop tard, puisque la concertation est terminée le 28 mai. C'est donc une manœuvre politique qui vous permet de réaffirmer votre avis et de marquer dans le marbre l'opposition de la majorité municipale au projet de la ville de Paris. Plus grave, vous déformez volontairement la proposition de la ville de Paris en parlant de suppression d'une voie, des propos trompeurs pouvant influencer certains usagers. J'imagine déjà, si vous envoyez ce vœu à la mairie de Paris, la réponse de l'exécutif municipal parisien. Contribution intéressante, exercice intellectuel stimulant, mais vain, car basé sur un postulat de départ faux. De quel projet s'agit-il? Toute ville qui organise les Jeux Olympiques sur son territoire doit obligatoirement s'engager à réserver une voie sur les rocades aux délégations officielles, aux services de secours, aux athlètes, pour faciliter leur déplacement. Les élus parisiens qui souhaitaient depuis longtemps faire évoluer le périphérique ont saisi l'opportunité des JO pour qu'une voie soit durablement réservée, dédiée, mais pas supprimée, au lendemain des Jeux Olympiques. La voie de gauche sera dédiée aux véhicules de secours, ambulances, pompiers, police, aux transports en commun, bus, taxi, et au covoiturage, au moins 2 par véhicule. Afin de lutter contre ce phénomène, une voiture, un conducteur, qui représente 70% du trafic en semaine. Cette voie rapide activée sur certaines plages horaires pour être désactivée, c'est-à-dire ouverte à tous et à toutes en cas de congestion importante. L'État, gestionnaire de la A1 et de la A3, autoroutes que nous connaissons très bien, fait de même en souhaitant pérenniser la voie réservée imposée par le cahier des charges des Jeux Olympiques. Allez-vous vous opposer à cette décision? Vous affirmez plus loin dans votre vœu absence totale de concertation avec les élus locaux directement impliqués par la fermeture d'une voie du boulevard périphérique. C'est faux. Il serait plus juste de dire que vous n'avez pas souhaité participer au dispositif mis en place par la ville de Paris. Les premières réflexions et propositions datent de 2019, avec les ateliers du périphérique réunissant régulièrement les Parisiens, les riverains du périphérique, les élus et usagers franciliens, y compris la région dont, monsieur le maire, vous faites partie, Île-de-France Mobilité, suivi du Carrefour des mobilités en octobre 2022 et de la consultation en ligne du 17 avril au 28 mai. Vous avez appuyé également sur les différents avis, mais il n'y a aucune argumentation digne de ce nom. Aulnay-sous-Bois est contre, considérant que la consultation de la Commission nationale du débat est contre à 85%, que 1800 élus sont contre, que la présidente de région est contre, et enfin, faux argument hors sujet, que l'Association des maires de France, concernant la création de la ZFE, a émis un avis défavorable, que la ville de Paris reprend la logique de la ZFE et tend à aggraver encore davantage le quotidien des millions de franciliens qui empruntent le périphérique. Que vous parliez de la ZFE qui existe et fonctionne est pour le moins étonnant. Suite au constat alarmant de l'Association pour la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, 400 000 personnes respirent un air très pollué, dépassant la valeur limite annuelle en dioxyde d'azote de l'Agence Santé publique France, qui estime 6 600 décès prématurés par an pour être évités sur le territoire de la métropole. Le Conseil d'État a demandé la mise en place de mesures pour améliorer la qualité de l'air. La métropole du Grand Paris
a donc créé la ZFE dès 2018. Rappelons que cette métropole est gérée par votre ami Monsieur Ollier, président. Cette mesure concrète consiste à limiter la pollution. Les véhicules les plus polluants étant soumis dans la ZFE à des restrictions de circulation lorsque le préfet instaure la circulation différenciée lors des pics de pollution. Vous affirmez plus loin, cette proposition n'est accompagnée d'aucune véritable étude de trafic et de circulation. Le but n'étant pas d'améliorer la circulation des usagers de la route, mais de rendre le quotidien de 1,2 million d'automobilistes empruntant chaque jour le boulevard urbain infernal. Les procès d'intention visant tout particulièrement la maire de Paris s'enchaînent. Projet purement idéologique qui vise à exclure les classes populaires et moyennes de Paris, une énième volonté d'exclusion des habitants de banlieue de la capitale. Vous envisagez le pire, plus d'embouteillages, plus de pollution, plus de nuisances sonores. Ces suppositions ne reposent sur aucune donnée, ni en France, ni ailleurs. Il est inutile de revenir sur des propos partisans, outranciers et infondés. Revenons plutôt sur les études d'impact. La voie réservée sur le périphérique pourra être désactivée ou réactivée en cas de congestion. Il est dès lors extrêmement compliqué de modéliser des études d'impact et par conséquent, la ville de Paris propose une évaluation au long cours dans la suite des ateliers de périphérique. Précisons que l'État, la préfecture des Régias n'ont pas transmis l'étude d'impact sur les mesures prises sur la 1 et sur la A3. Vous affirmez également que la ville de Paris a annoncé de ne pas prendre en compte les avis défavorables et aller jusqu'au bout de son projet. Encore une fausse annonce, puisqu'au contraire, la maire de Paris et ses élus vont amender le projet et prévoir de nouveaux arbitrages. Pour finir, votre opposition à ce sujet est en contradiction avec l'une des mesures de l'axe 1 du plan climat du territoire parisien d'envol, dont vous êtes le président, M. Béchiza, inciter à la pratique de covoiturage. Comment allez-vous mettre en place concrètement ces mesures? Est-ce un vœu pieux, une simple phrase dans le plan climat ou une vraie volonté politique? Le dernier rapport du GIEC est formel. Il nous reste 2 ans pour entamer la planification écologique afin que les villes restent vivables. La pollution de ce boulevard représente plus d'un tiers des émissions d'oxyde d'azote et les particules fines de la capitale 6 fois supérieures au seuil recommandé par l'OMS, ce qui impacte la santé de 500 000 riverains du périphérique. Il ne sera pas facile de faire changer les comportements, mais c'est une urgence. Nous regrettons que le maire d'Aulnay soit à contre-courant de l'histoire, qu'il ait tenté d'entraîner les Aulnaysiens dans une ultime concertation programmée lors des conseils de quartier actuels, alors que de plus en plus de villes en France et dans le monde s'engagent dans les mesures écologiques. Enfin, les sujets de mobilité et notamment les transports en commun mériteraient une intervention de notre part auprès de la présidente de la région, M. Béchiza. Au moment où on annonce que les rames de RER B ne seront pas remplacées, que les retards et annulations se multiplient, nous formons le vœu que la région fasse ce pourquoi elle est compétente. Et je passe sur le sujet du CDG Express, qui rend la vie infernale de nombreux Aulnaysiens. Combien de week-ends où il n'y a pas eu de transport en commun, où beaucoup de personnes ont été pénalisées? Monsieur le maire, le péril climatique est réel. La question qui se pose à tout un chacun, chers collègues, et de façon plus accrue aux responsables politiques, c'est que faire pour que notre planète reste vivable? Notre capacité à résister au changement climatique est proportionnelle à notre capacité à nous préparer. Les bouleversements seront profonds et se feront de gré ou de force. La nature ne pardonne pas, monsieur le maire. Je vous le dis, peut-être sous votre mandat ou dans le prochain mandat, quel que soit l'élu qui sera à la tête de l'exécutif aulnaysien, on jugera cette voie comme une mesure trop douce par rapport aux défis et aux dangers qui nous guettent. Merci. Merci, M. Siby. Y a-t-il juste peut-être d'autres prises de position? Non. Je vais donner la parole à M. Vacunier. Moi, ce qui est bien, c'est que votre ton de voix est rafraîchissant parce que comme vous nous distribuez des bons points, des mauvais points, ça nous rajeunit. À 55 ans, ça me rappelle l'époque où on était à l'école. Vous êtes bon là, vous n'êtes pas bon là. Donc voilà. Alors, l'affreux, je ne suis absolument pas climato-sceptique, mais effectivement, comme je ne suis pas du tout, voire viscéralement contre l'écologie punitive, quand vous dites je serai forcé, contraint, ça me gêne. Monsieur Vacunier, si vous pouvez emmener quelques éclairages à l'Assemblée. Tout à fait. Je voudrais déjà donner un témoignage de citoyen. Voilà. Mais la réalité, moi, par jour, pour aller travailler à Meudon, 32 km, avec les travaux et la politique mise en place, je mets 2 heures par trajet. Dans les meilleurs des cas, 3h30. Quand j'ai des réunions dans Paris, je suis obligé de partir le matin, de faire des visioconférences et aussi de pouvoir anticiper les retards que j'ai. C'est insupportable. Ça me fait partir de chez moi 14 heures par jour. Je n'ai plus de vie privée. Je ne vois quasiment pas mes enfants. Parce que, et oui, je l'assume en tant que citoyen,
des positions démagogiques et un manque de professionnalisme oui, tout à fait. Enfin, je travaille dans le secteur, donc je pense connaître un petit peu, et je connais aussi la position des professionnels. Et j'échange régulièrement avec M. Béliard, et il a un double discours, ce qui est bien dommage. En l'état actuel des choses, la transition énergétique, tout le monde est d'accord. Moi, ça fait 2 ans que je travaille sur les questions de transition énergétique dans le transport. Il n'y a aucun sujet. Effectivement, il y a des positions à prendre, mais des positions qui ne sont pas à exclure justement les gens. Moi, alors, vous allez peut-être me dire, moi je suis un privilégié, je roule en voiture électrique, vous avez raison, je suis cadre, vous avez raison. Mais par contre, mes collègues qui sont secrétaires, qui habitent dans les cités et autres, qui prennent leur voiture, qui dépensent un fric monstre parce qu'ils sont coincés dans les bouchons, est-ce que c'est une position politique et une position démagogique de simplement essayer d'avoir une intelligence et de peut-être faire un paragondage européen, de voir ce qui fonctionne dans les autres territoires? Cette ville est juste insupportable. Elle ne sait pas faire dans l'inclusion. On oppose les vélos avec les automobilistes, le vélo qui va défendre et sauver la planète, les méchants qui prennent leur voiture, ceux qui, ou la question toute bête, prenez les transports en commun. Sauf que les transports en commun, c'est une telle catastrophe et on ne s'en sort pas du tout. Et derrière les problèmes d'aménagement, on est quand même la seule capitale à ne pas avoir de parking relais. On est la seule capitale à ne pas avoir des itinéraires de délestement. Là, en l'état actuel des choses, moi je suis désolé, quand on voit ce qui a été traité au niveau de la rue de Rivoli, oui, c'est de l'exclusion. Oui, c'est de la boboisation. Il n'y a rien qui est fait pour optimiser. Et demain, les transporteurs que l'on montre du doigt, et particulièrement les gens qui seront derrière leur petit ordinateur pour commander et d'avoir de l'Amazon ou d'autres tout de suite, ben c'est ces gens-là qui vous expliquent que vous ne pouvez pas prendre cet acte structurant. Et la liberté fondamentale de transport, c'est quand même quelque chose d'important. Et si vous prenez actuellement les axes dédiés qui sont sur l'ensemble autour de Paris, il n'y a aucune voie dédiée qui est respectée, parce que les gens en ont marre, parce qu'ils ne suivent plus, qu'il y a un véritable drame sur le sujet. Maintenant, sur le fond, vous dites que cette tribune que j'ai votée, et j'ai voté à 2 mains, et je trouve que c'est bien dommage qu'elle ne soit pas transpartisane. Si on prend l'exemple de la mairie d'Aulnay-sous-Bois, elle a saisi Madame Hidalgo le 24 mai. Je ne doute pas qu'à son habitude, ça n'a pas été traité et qu'elle a fait la sourde oreille, effectivement. Mais vous voulez des études d'impact? Vous prenez le périph' tous les jours, vous arrêtez les gens, vous leur demandez. Moi, j'ai des gens qui arrivent en pleurs au bureau parce qu'ils n'en peuvent plus au bout de 2 heures. Moi, quelquefois, quand je rentre chez moi, je ne peux pas parler pendant une demi-heure, alors que j'ai des enfants en bas âge. C'est ça la réalité. Si ça, c'est une posture et une position partisane, eh ben, démontrez-le-moi, s'il vous plaît. Pas d'autres demandes de parole? Oui, Monsieur Quinzly. Oui, bonsoir, chers collègues. Moi, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un bac+12, mais je n'ai pas besoin de tout ça pour comprendre que faire subir à des milliers d'automobilistes, et qui plus est des milliers de camions, 2 heures d'embouteillage au lieu d'1 heure, que ça contribue à dépolluer l'air. Merci. Donc la parole a circulé. Juste quelques précisions. Pour les JO, tout le monde est pour les JO, mais on est bien d'accord pour l'instant. Personne n'est capable de dire que le modèle de circulation des JO 2024, que ce soit sur Paris ou Petite et Grande Couronne, fonctionne. Pour l'instant, ça ne tourne pas. Les modèles de circulation ne tournent pas. Voilà. Donc c'est quand même un sujet en disant on a 1 an et pour le moment, ça ne tourne pas. Si vous êtes capable, vous, Monsieur Siby, de me dire que tous les modèles fonctionnent bien. Ah non, je croyais que vous... merde. Autant pour moi, vous voyez. Je vous fais dire ce que vous ne dites pas. C'est tellement rare, vous en dites déjà beaucoup. Ensuite, Ensuite, la ZFE, moi je suis, mais alors, très content d'être avec François Asensi viscéralement contre la ZFE, contre l'avis de M. Ollier. Ah oui, parce que c'est un truc de bobo du 92 et parisien inventé en oubliant qu'en Seine-Saint-Denis, beaucoup de nos habitants ne pouvaient pas correspondre à ces critères-là. Et quand je dis François Asensi, c'est quasiment l'ensemble des maires de notre EPT, parce que c'est François Asensi qui, le premier, l'a mis sur le tapis en réunion des maires, mais aujourd'hui, ça fait l'unanimité, alors qu'effectivement, l'État n'écoute pas, et beaucoup de nos propres amis, quand ils habitent dans Paris intramuros.
C'est pas un problème. Donc, vous voyez, il n'y a pas de côté partisan. Je suis convaincu que sur ces sujets, si on sort du dogme en disant si vous osez émettre un doute, vous êtes forcément climato-sceptique, je ne le pense pas. Ou on est contre l'écologie, je suis pour l'écologie en tant que mot, je suis viscéralement contre l'écologie punitive. Voilà, ça, effectivement, je suis, et encore plus contre certaines théories aujourd'hui développées par d'autres. Madame Liard, je voulais clore le... Je ne savais pas que vous demandiez la parole, excusez-moi. Non, mais c'était une demande tardive. Donc, très brièvement, moi aussi, je suis écolo, je cultive mes légumes, mes fruits dans mon jardin, voilà. Mais je suis également totalement contre l'écologie punitive, totalement contre les dérives liberticides auxquelles on assiste dans la société, dans différents domaines, et notamment dans celui-là. Je suis contre la ZFE et je voterai pour ce vœu. Merci. Merci. J'ouvre donc le scrutin. Qui est pour? Merci. Qui est contre? 4. Merci. Alors, nous avions 2 questions orales. Une, alors qui finalement sera posée par Sabrina Missour, au nom de votre groupe, et ensuite une autre, j'ai vu, au nom de l'autre groupe. Par Monsieur Chaussard après. Oui. Madame Missour. Je rappelle que les questions orales n'appellent pas forcément réponse. Merci Monsieur le maire. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Depuis 2014, notre municipalité est fortement engagée sur les questions de rénovation urbaine. Nous avons pu le constater dans de nombreux quartiers avec par exemple la destruction de la barre du Galion ou encore le tout nouveau quartier autour de la place de la Victoire dans le secteur Mitry-en-Bourget. Toutefois, ces projets gigantesques engagent un nombre important d'acteurs qui engendrent des délais considérables dans l'exécution d'un grand nombre de programmes. Pouvez-vous nous en dire davantage et nous faire un point d'étape sur le sujet? Merci. Merci Madame Missour. Donc comme je vous disais, ça peut appeler une réponse, parce que je sais que M. Quinzely m'a fait un texto en disant je vais donner quelques éléments, mais par contre ça n'amène pas débat, les questions orales. Monsieur Quinzely, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire. Effectivement, c'est un sujet très complexe, de longue durée. C'est le premier ANRU 1 qui a duré plus de 15 ans, on vient de le terminer. Et du coup, on s'est engagé sur les quartiers qui n'ont pas été servis et qui n'ont pas été aménagés dans le cadre de ce premier ANRU. Comme vous le savez, notre collègue l'a rappelé, tous les quartiers font l'objet de notre engagement et de notre attention constante. Les quartiers en renouvellement urbain n'en sont évidemment pas exclus. La commune s'investit activement dans le cadre de la rénovation urbaine pour les quartiers et améliorer ainsi la qualité de vie des Aulnésiens. Pour mémoire, notre maire a défendu le projet auprès du comité d'engagement de l'ANRU le 27 mai 2021. Il est nécessaire de souligner dès à présent les lenteurs de l'instruction des dossiers par les services de l'État. Bien que le dossier ait été globalement validé en mai 2021, près de 2 années se sont déroulées pour permettre la mise en signature de la convention d'application, signée seulement en mars 2023. Nous avons dû répondre à des demandes surprenantes qui peuvent passer par des blocages incompréhensibles. Par exemple, avoir une estimation du marché de l'immobilier dans 4 ans dans le quartier des anciennes Bedottes de Sevran. Je rappelle la première étape du plan de rénovation urbaine avec la démolition des tours Schweitzer en 2019. Au Gros Saule, le programme du NPRU se poursuit dans les prochaines semaines avec la réhabilitation de la résidence du Mail Pascarel. Une réunion publique de concertation est d'ailleurs programmée à cet effet. La qualité de l'habitat sera également améliorée par la réhabilitation de logements appartenant à I3F. La dalle mono doit être démolie d'ici 2025, ce qui constituera le début de l'embellissement du secteur Schweitzer. L'amélioration des espaces publics va se concrétiser par la réalisation de places interquartiers, celle qui reliera le Gros Saule à Mitry-en-Bourget, si le conseil départemental s'engage bien à nos côtés, et celle au sud vers Sevran avec la disparition de la chaufferie.
Ces travaux vont prendre du temps et ne peuvent se concrétiser qu'avec l'engagement d'I3F, de l'ANRU et du conseil départemental. Sur la sécurité, nous souhaitons évidemment un renforcement grâce à une refonte du maillage des voies de circulation, à l'aménagement d'un parc central et une action sur les équipements publics. Depuis la validation finale des partenaires de l'ANRU, Paris Terre d'Envol a pu confier à la SPL Sequano Grand Paris un mandat d'études permettant de lancer la maîtrise d'œuvre urbaine afin de finaliser les études urbaines à rendre opérationnels les projets. Il s'agit tout particulièrement de rendre possible la création de la place avenue Suzanne Langlaine. Rappelons-nous qu'Action Logement n'a pas souhaité s'y investir au titre de la diversification de l'offre, via sa foncière et les contreparties attendues au titre du financement du projet. Avec I3F, nous avons dû convaincre l'ANRU que seul I3F pouvait s'engager dans ce projet, si et seulement si il était possible de réaliser des logements locatifs sociaux. Voilà un exemple des positions bloquantes de l'ANRU, de l'État donc, qui empêchent ou retardent la bonne réalisation de ces projets. Est-il raisonnable de ne pas permettre pour partie la reconstitution sur site? Par ailleurs, l'accompagnement des dispositifs d'amélioration de l'habitat des copropriétés dégradées est aussi un axe fort de la rénovation de quartier. La ville et l'EPT soutiennent d'un point de vue technique et financier l'OPACD de la Morée depuis 2020 et le lancement de plusieurs OPACD en 2023 des copropriétés Savigny, Impair, Gros-Saulx et les Cornouillers, ainsi que le plan de sauvegarde de Savigny-Père qui est bien lancé. Des premiers travaux auront lieu dès 2024. Rue du 8 mai 45, place de la Victoire, Square Ahmed Merabet, nouveau commerce. Mitry a fait l'objet d'un investissement massif ces dernières années et ce n'est pas terminé. Dans le cadre de la concession d'aménagement, les chemins de Mitry-Princet. La moitié nord du quartier fait l'objet d'un programme d'aménagement. Sequano, aménageur du secteur, débutera en septembre les travaux de requalification des voiries et des espaces publics concernant 5 rues. Mesdames et messieurs, chers collègues, ce travail a été fait en large concertation avec tous les habitants de la Morée et du quartier. Déjà, des travaux ont été réalisés sur le square. 7 millions vont être investis sur toutes les rues du quartier du nord de ce quartier. Et on ose nous accuser, on ose m'accuser de ne pas soutenir ce quartier, d'abandonner les riverains, les habitants de la copropriété La Morée. C'est insupportable. Autant que malhonnête, je m'insurge contre ces agitations politiques et d'intérêt tout à fait personnel. Des réponses seront claires. Depuis 15 ans avec Gérard Gaudron, depuis 3 ans avec Bruno Béchiza, nous soutenons tous les Aulnaisiens, y compris ceux de La Morée et de Mitry ou Gros-Saulx. Donc des investissements lourds sont réalisés, sont programmés, des études sont terminées et seront réalisées dans les prochaines années. Nous avons missionné un expert comptable pour faire un éclaircissement sur la comptabilité. Tous les gens seront remboursés d'ici fin juillet sur les 2 300 000 € qu'ils ont trop payés. Et tout le monde le sait, même Force citoyenne, tous les riverains sont au courant que le problème est réglé grâce à la ville d'Aulnay. Les experts géomètres travaillent aussi sur la répartition du stationnement. Qu'on nous dit, vous avez supprimé à travers une DUP ou toute autre machination procédurière des places de stationnement. Ce n'est pas vrai. Et au contraire, le maire a décidé de créer 35 places supplémentaires aux frais des Aulnaisiens, aux frais de la ville. Je vais arrêter de m'énerver puisque je pourrais vous occuper toute la nuit sur ce sujet-là. Concernant la Cité de l'Europe, nous sommes conscients des délais de mise en œuvre des travaux. C'est vrai qu'on les avait promis il y a 6 mois, mais les travaux ont été revus pour intégrer du développement durable, des éclairages à panneaux solaires. Malheureusement, tout n'est pas réalisable et on a pris un peu de retard. Mais de toute façon, en septembre, ils pourront débuter. Pour rappel, voici ces travaux. Création d'une voie nord-sud à double sens permettant de restructurer le quartier et d'apporter plus de lisibilité visuelle et de circulation. Le plan de circulation a été étudié et validé et même proposé par les riverains de la Cité de l'Europe.
La requalification de la rue Rotterdam, où la question se posait, est-ce qu'il faut l'ouvrir à double sens? Est-ce qu'il faut la laisser fermée, piéton ou pas? Les riverains, là encore, ont choisi et cette rue sera complètement rénovée dans les 6 ou 9 prochains mois. De même, au sud, la voie pompier sera réalisée comme un véritable espace public pour améliorer la perméabilité du quartier dans sa traversée nord-sud et qui accompagnera la première opération de résidentialisation réalisée par Emmaüs. Ce projet va permettre de mieux intégrer la Cité de l'Europe au quartier environnemental. Je rappelle que juste au nord, à 50 mètres, il y a la future gare du Grand Paris où pourront aller à Paris et à la Défense en très peu de temps. Les travaux de voirie devraient débuter après la rentrée 2023. Ils s'accompagnent de la réhabilitation de logements Emmaüs Habitat qui a démarré depuis plusieurs semaines et devrait se terminer en janvier 2024. La réalisation des îlots du premier trimestre 2024 jusqu'à fin d'année 2025. Cette réhabilitation de logements complète le premier programme de réhabilitation réalisé en 2014. Il est vrai, un peu imparfait, dont nous connaissons les limites et pour lequel nous avons défendu auprès de l'ANRU ce projet. Monsieur le maire, c'est un dossier complexe qui va modifier complètement la structure du quartier, des quartiers. Son fonctionnement, son image sera améliorée, mais aussi la qualité de l'habitat avec une diminution importante des charges de chauffage. La réhabilitation de l'école Malraux et la reconstruction de l'école Aragon au cœur du quartier vont contribuer à améliorer l'éducation de nos enfants et les préparer à un meilleur avenir. Voilà, monsieur le maire, c'est les précisions que je pouvais vous apporter. Merci pour cette réponse à la question orale. Pas d'autres questions orales de poser. L'ordre du jour est épuisé puisque la question qui devait être posée, finalement, sera posée lors du prochain conseil. Ah, avant la clôture, qui doit signer? Oui, il faut faire circuler, mais on ne le voit jamais. Il est tout le temps là. On lui crie dessus certaines fois quand les gens disent « ça n'a pas fonctionné ». J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à Johan, qui est derrière la caméra qu'on ne voit jamais. Merci. Tout simplement. Et je clôt les travaux de ce conseil municipal. Merci. Oui, ben on va signer, on n'est pas obligé de s'enfuir. On peut clore les travaux et être plus léger maintenant.